Merci de me donner l'occasion de présenter un peu les travaux qu'on fait à Genève dans le cadre de la communauté de référence, comme on appelle maintenant. À l'époque, on parlait juste de dossier médical, dossier électronique du patient. Donc, personnellement, je suis au service cybersanté et télémédecine des HUG, des hôpitaux universitaires de Genève, qui sont un des moteurs dans l'établissement de ce dossier électronique du patient sur le canton de Genève. L'historique un peu de cette communauté qu'on appelle maintenant mondossiermédical.ch, elle avait un autre nom qui était Etoile avant, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a eu un mandat politique, 99 à peu près, donc plus de 15 ans, pour créer un réseau d'informatique médicale sur le canton, qui inclut les patients, tous les professionnels. On avait déjà le dossier patient électronique au niveau des HUC, au niveau de l'hôpital, depuis 96-97. On a commencé l'informatique bien avant, au HUG. Et là, c'était vraiment d'étendre, de dire, il n'y a pas que l'hôpital, mais il y a tout ce qui est autour, et aussi le patient. On a eu la création pour ça d'une fondation, en disant, il faut qu'il y ait un organe qui chapeaute un peu ça, en particulier sur le point de vue de l'éthique. Et de l'aspect aussi juridique, ça ne peut pas être l'hôpital ou telle entité, c'est une entité qui est multipartie. Dans la fondation IRIS, il y a tous les partenaires impliqués dans le domaine de la santé. Donc c'est aussi bien les hôpitaux publics, la Direction générale de la santé, les médecins, les pharmaciens, physiothérapeutes, soins à domicile, les patients, et les assureurs, au niveau de la fondation IRIS. Et puis, 10 ans de travaux, 2002 à peu près, on avait une maquette de comment est-ce qu'on voulait faire ce dossier électronique du patient, comment est-ce qu'on voulait faire cette infrastructure. On avait un budget aussi pour l'établissement. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est que si on avait été au Grand Conseil avec ce projet, ça aurait été refusé d'emblée. Les gens n'auraient pas compris pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, à quoi ça va servir, qui va utiliser, c'est cher, etc. Et donc, on a eu un certain nombre, pendant plusieurs années, il y a eu de l'information, du lobbying, de présentation, ce qui a abouti en 2008 à un projet de loi, la loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale, qui établit juridiquement la notion de dossier électronique du patient, avec les grands principes d'architecture, les grands principes de qui peut accéder à quoi, le fait que c'est le patient, c'est le dossier du patient, c'est lui qui le contrôle. Donc tout ça a été établi dans une loi en 2008, bien avant la loi qu'on a maintenant au niveau fédéral, où la loi a été votée en 2015, et les ordonnances sont prévues normalement pour avril de cette année, les ordonnances d'application. C'est le délai qui est actuellement annoncé pour la publication. Une chose qui a été faite, poussée par notre Grand Conseil, par les députés, quand ils ont voté la loi, ils ont dit au gouvernement, vous devez réaliser le dossier électronique du patient, mais sans financement public. Pas de financement pour réaliser le projet. Et donc, le gouvernement a fait une sorte d'appel de candidature, d'appel de personnes intéressées. Et ça a abouti à un partenariat public-privé avec la Poste pour développer déjà le logiciel. Il n'y avait pas de logiciel existant qu'on pouvait simplement mettre en place l'infrastructure, et puis lancer le projet pilote, qui initialement a été déployé sur 4 communes du canton, un certain nombre de médecins, quelques pharmacies, et puis qui, quelques années après, a été étendu sur l'ensemble du canton. Les buts du projet, initialement, principalement, améliorer la continuité des soins. Ne plus avoir cette rupture, le patient sort de l'hôpital, il est pris en charge par son médecin en ambulatoire, entre deux, il n'y a rien, il y a un mur. C'est vraiment d'avoir un suivi bidirectionnel entre tous les acteurs autour de la santé du patient. Donc améliorer qualité et efficience des soins, contribuer au coût de la santé, on parlait déjà plus de diminuer les coûts de la santé, mais plutôt d'essayer de limiter l'augmentation
Et puis, point essentiel, mettre le patient au centre du débat. C'est le dossier du patient. Ce n'est pas le dossier de tel ou tel professionnel. C'est celui du patient, lui a accès à tout, et c'est lui qui décide qui peut accéder à son dossier. Il y a clairement un aspect de promouvoir la confidentialité, la sécurité. Je pense qu'encore maintenant, il y a des médecins qui reçoivent des documents médicaux sur leur boîte Hotmail ou Outlook.com. Donc il y a un aspect de faire prendre conscience du besoin de sécurité, de confidentialité, qu'on ne peut pas transmettre les informations n'importe comment sur Internet. S'ouvrir à d'autres réseaux, c'était clair dès le début, on était déjà impliqué dans différents projets au niveau européen. Il y a cette plateforme qui se met en place à Genève. Il y en aura d'autres. Déjà à l'époque, on parlait déjà du dossier électronique au niveau national. Donc il y aura d'autres communautés qui vont se mettre en place. Donc on doit pouvoir communiquer. Et puis il y a des communautés internationales. On est depuis 2011 dans un projet qui est en train de se mettre vraiment en production maintenant de communication entre les pays européens. Des dossiers électroniques des patients nationaux interconnectés partiellement entre eux. Et puis, actuellement, le prototype du dossier national, c'est mon dossier médical. Et un aspect aussi, outils commerciaux à valeur ajoutée, aussi dans un but, d'une part, d'ouverture à d'autres outils qui seraient définis par des entreprises privées, un aspect cofinancement de la plateforme. Typiquement, ça peut être des outils d'aide à la décision, différents outils spécialisés dans certains domaines. Donc il y a cette volonté d'être ouvert à différentes choses autour de ce dossier électronique du patient. Qu'est-ce qu'on partage et comment? La définition de base, c'est tout ce qui peut être utile à d'autres. Il n'y a pas un critère, ça, c'est est-ce que l'information est utile aux patients ou à d'autres qui vont le prendre en charge par la suite. Donc, typiquement, évidemment, tous les rapports de l'hôpital, les lettres de sortie, tout ça seront dedans. Des notes internes pendant un séjour hospitalier n'y seront pas, parce qu'elles ont une vocation de communication entre les soignants pendant le séjour et n'ont plus forcément de valeur après. Donc, après, le tri n'est pas toujours facile. L'information reste à sa source et consolidation, mais non centralisation. Dès le départ, on a dit qu'on ne voulait pas une approche Big Brother, où on a un gros serveur qui a tout. On a un certain nombre, ce qu'on appelle des consignataires, c'est un peu comme des banquiers, qui hébergent une partie des éléments. On a un de ces consignataires au HUG qui a tous les documents que les HUG publient dans les dossiers des patients. Il y en a un autre pour les médecins de l'Association des médecins de Genève. Il y en a un autre pour les laboratoires, il y en a un pour les soins à domicile, etc. Il y en a un certain nombre, comme ça. Et puis, quand on accède au dossier, on ira collecter l'ensemble de l'information auquel on a le droit de voir pour la montrer à celui qui le demande. Mais jamais de centralisation de l'information. Donc, dossier patient, réparti, partagé, il y a plusieurs éléments un peu partout qui sont consolidés à la demande. Communication sécurisée, j'ai mentionné. Et puis, on a déjà 2 outils à valeur ajoutée, en partie en cours de développement aussi, mais déjà en production depuis 1 année pour le deuxième, 3 ans pour le premier. Le premier, c'est le circuit du médicament. C'est de dire, le patient, il prend un certain nombre de médicaments. Il y a des médicaments qu'on peut être prescrits par l'hôpital, par le docteur A, par le docteur B. Il en prend peut-être par lui-même. Comment est-ce qu'on peut savoir l'ensemble des médicaments que le patient prend? C'est le but de ce plan de traitement partagé, plan de traitement médicamenteux partagé. Il y a l'autre qui... Donc c'est d'avoir une vue globale. Le patient, à un moment donné, prend l'ensemble de ces médicaments-là. Information concernant la dispensation, génération de la carte de traitement. La carte de traitement, c'est la feuille que le patient peut coller sur son frigo, qui lui dit, le matin, il faut prendre ce médicament-là, telle dose, parce qu'il y a cette pathologie. À midi, il faut prendre ça, etc. C'est vraiment son plan qu'il prend chaque jour, qu'on peut faire. On peut faire les ordonnances papier ou électronique. De toute façon, pour l'instant, on doit faire l'ordonnance papier. Et puis, possibilité
actuellement de faire des annotations par les pharmaciens, par les soins à domicile. On reviendra après un peu, je vous montrerai en 2 écrans du plan de traitement médicamenteux. Plan de soins partagés, l'idée, c'est quand on a des patients complexes, on a un ensemble d'intervenants, plusieurs médecins, il peut y avoir un physio, diététicien, soins à domicile. Comment est-ce qu'on peut leur fournir un outil où ils peuvent voir l'ensemble des informations qui sont collectées sur le patient, d'avoir un suivi du patient, dans le but d'un travail en commun, d'un groupe de prise en charge. Comment est-ce qu'on y accède? À la base, on a 2 portails, du portail web, un portail patient, un portail professionnel. Et puis là, on voit un exemple ça c'est le portail patient, où le patient voit les documents qui ont été mis dans son dossier, qui a publié la date, et puis il a la possibilité après de modifier la visibilité d'un document. C'est quelque chose qui a été repris aussi dans la loi fédérale. On a 3 niveaux de documents. On a les documents, disons, de base qu'on appelle médicaux, où tous les professionnels à qui le patient a autorisé l'accès à son dossier peuvent consulter. Puis le patient peut dire « ouais, mais c'est ce document-là ou ces documents-là, je n'aimerais pas que tous les professionnels puissent les voir. J'ai dit qu'ils sont stigmatisants. » Et puis il y a encore une 3e catégorie où il est seul à pouvoir accéder à ces documents, c'est les documents dits secrets. Donc c'est un droit, depuis le début, un droit fondamental du patient. Le patient a le droit de cacher de l'information. Il n'est pas obligé de montrer tous les documents qu'il a. Et un médecin qui ne verrait pas certains documents parce qu'ils sont stigmatisants ou secrets ne sait pas qu'il ne les voit pas, parce que ce serait déjà une information. C'est vraiment, le patient peut dire, ça, je garde pour moi, je ne le dis pas. Et puis, on voit les auteurs, on a fait une évolution par rapport aux auteurs. Ici, on voit que c'est le service qui a rédigé le document qui est donné. On avait initialement le nom du médecin. Puis, il s'est rendu compte, en particulier en milieu hospitalier, que souvent le patient ne sait pas qui est le médecin qui l'a pris en charge. En fait, on mettait même le chef de service, parce que hiérarchiquement, c'était lui qui était le responsable un peu du document, puis le patient ne les connaissait pas. Donc ils étaient souvent perturbés en disant « oui, mais ce médecin-là, je ne le connais pas, ce n'est pas lui qui m'a fait quelque chose, qui m'a pris en charge ». Donc là, maintenant, volontairement, on met le nom du service producteur, parce que ça, le patient sait qu'il a été en pneumo, qu'il a été en radiologie, qu'il a été en ORL. Le patient, bien sûr, voit tous les accès qui ont été faits à son dossier. Tout est tracé. Chaque accès à un document, accès au plan de traitement, recherche de documents, etc., tout est tracé. Il peut voir qui a accédé quand à son dossier. Et puis, le patient définit les droits d'accès. Ici, il a défini un médecin, Jean-François Balavoine, comme ayant accès à son dossier. On distingue entre de confiance ou temporaire. Un accès de confiance, c'est un accès qui est ouvert dans le temps. Il a accès jusqu'à ce que je révoque le droit. Alors qu'un accès temporaire, c'est un accès pour une durée donnée seulement. Donc là, par exemple, la pharmacie peut accéder aux documents de niveau médicaux, donc de niveau de base, pour les 2 autres aussi. On peut donner des accès aussi à une organisation, ce qui est recommandé chez nous pour l'hôpital, parce que le patient ne sait pas forcément exactement dans quel service il va être pris en charge, éventuellement quel médecin va le prendre en charge. Donc on a, par convention, ce qu'on dit, c'est qu'on donne les droits à l'hôpital, mais sachant que c'est les droits internes de l'hôpital qui vont s'appliquer, donc que seuls les médecins qui ont une relation thérapeutique avec le patient pourront accéder. On a un filtre qui est fait ensuite par l'hôpital. Ici, on a une vue du plan de traitement médicamenteux. Donc, on voit l'ensemble des médicaments qui ont été prescrits aux patients. Par qui est-ce qu'ils ont été prescrits? Ou qui est, disons, le dernier intervenant sur le médicament? Si, là, c'est le médecin Jacques AMG qui est connecté,
Si Jacques AMG, par exemple, refait une ordonnance pour le thorazémide, il en deviendra responsable, puisque c'est lui qui a prolongé le traitement, ou s'il modifie le dosage, il en devient responsable, automatiquement. On voit tout l'historique du médicament, et puis on garde, on n'efface pas automatiquement, enfin on ne retire pas automatiquement les médicaments qui sont terminés, parce qu'on a décidé qu'informatiquement, on n'est pas à même de le décider correctement. Il peut y avoir des médicaments qui sont terminés, mais où il est important pour le médecin de savoir que le patient a eu jusqu'à hier ce médicament-là. Donc on a décidé qu'informatiquement, on n'enlèverait pas. Par contre, le médecin peut dire, celui-là, par exemple, je l'archive, donc il part dans la liste des médicaments archivés. Le médecin a toujours la possibilité de voir tout l'historique, mais on ne l'affichera pas d'office. Ouais. C'est une vraie patient? Celui-là, non. Non, ça c'est un fictif. Quoique sauf peut-être le TACA, mais je crois que les autres étaient basés sur un scénario réel, enfin, qui aurait pu d'une personne qui a réellement eu un parcours. Mais celui-là est un patient fictif. Là, on voit cette fameuse carte de traitement, donc qui dit pourquoi est-ce que le patient prend quel médicament, quand, matin, midi, soir, s'il y a des contraintes particulières. On va probablement rajouter aussi ici une photo du comprimé, parce que ce sera plus parlant pour certaines personnes d'avoir aussi le dessin du comprimé en plus du nom. Alors ça, c'est l'autre outil de prise en charge, de partage d'informations, c'est le plan de soins partagé, où dans ce cas-là, le but est, on a le patient, on a la ligne de vie du patient avec les différents événements, et puis on a un certain nombre d'interventions, de consultations, de prise en charge par les soins infirmiers ou par d'autres professionnels, donc un certain nombre d'événements qui arrivent, et puis on a un suivi, donc à partir de là, il y a une équipe qui est formée et on a un suivi coordonné de l'équipe qui prend en charge le patient. Et on a fait le développement suivant où on a justement les différents objectifs intéressants pour le patient en question et puis les observations qui se rajoutent en colonne à gauche, on a les événements les plus récents. Donc là, on a un outil collaboratif qui est vraiment lié au patient. Cette liste d'objectifs, c'est les objectifs pour ce patient-là en ce moment. Peut-être que dans un mois, on aura d'autres objectifs. Si on prend le plan de soins d'un autre patient, ce sera une autre série d'objectifs. C'est vraiment, on a un cadre avec la possibilité de suivre des objectifs, d'avoir des observations, et on va l'instancier pour un patient donné à un moment donné. Avec les observations. Comment est-ce que mon dossier médical se voit au sein des HUG? Alors, comme j'ai mentionné avant, on a maintenant, ça fait 20 ans en fait, on a un dossier patient intégré au HUG. On avait été un des premiers hôpitaux qui a été qualifié de niveau 6 selon HIMSS Analytics, au niveau de la classification du niveau d'intégration du dossier électronique du patient dans l'hôpital. Donc on a un dossier électronique où on a en fait tous les types d'informations auxquelles on peut accéder, les rapports, les notes, les formulaires, la prescription médicamenteuse, etc. Et puis, on a dit dès le début, c'est aberrant que le médecin des HUG accède au dossier des HUG pour voir les documents faits par les HUG, et puis à un autre portail en dehors, doivent se reconnecter avec un autre système de connexion, etc., pour voir ce que les autres soignants ont fait. Donc on a intégré, chacun de ces carrés en bas est une vue d'une partie de l'information, et donc on a un onglet dans le dossier des HUG qui présente les documents qui ont été faits par les autres soignants. Dans cet exemple-là, il y a aussi des documents HUG parce que c'est du test, mais sur la production, le médecin verra ici que les documents qui ont été contribués par des soignants extérieurs au HUG. Donc on a
unifier les interfaces. Et ça, c'est une chose qui est essentielle si vous voulez l'acceptation d'un produit par des médecins, par différents utilisateurs. Si vous avez un interface utilisateur différent pour chaque aspect de l'information, ce ne sera jamais utilisé. Il faut que ce soit intégré. Quels documents publier et comment? J'ai déjà mentionné avant un peu les documents intéressants, donc les documents communicants. On a la notion pour les HUG de documents signés, un document qui est signé, qui est finalisé. Donc à ce moment-là, on le publie. Et puis, à la base, dès qu'un document est signé, il est mis à disposition dans le dossier du patient. Et puis, bon, avec gestion évidemment de la mise à jour, de l'annulation d'un document, mise à jour cache la version précédente, sachant qu'on ne détruit jamais rien. Dans mon dossier médical, si on avait besoin, on peut retrouver les anciennes versions. S'il y a eu des décisions qui ont été prises sur la base d'une ancienne version, pour des questions médico-légales, on a la trace de l'historique. Et, point important, le consentement du patient n'est pas requis pour la publication. Le patient décide qui peut voir le contenu et pas qui peut contribuer à son dossier. Problème rencontré, quels documents mettre à disposition? On a, je crois, à peu près 4300, 4400 types de documents au sein des HUG, rien qu'au sein des HUG. Entre le rapport de tel service, tel formulaire, un certificat médical, etc., on a plus de 4300 documents. Les libellés de documents, pas toujours clair pour le patient. Un libellé de documents peut être tout à fait clair pour le médecin des HUG. Entre autres, contenir des acronymes qui sont tout à fait parlants pour le médecin des HUG et qui ne veulent plus rien dire pour le patient. Les problèmes d'auteur que j'ai mentionnés avant. Et puis, un autre problème qu'on a rencontré, c'est l'accès aux documents par le patient avant son médecin traitant. Qui peut poser. Typiquement, on a eu le cas en soins intensifs de pédiatrie, les parents à côté de l'enfant qui avait son dossier, mon dossier médical, avec une tablette, et puis refresh. Ah, résultat de laboratoire. Docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Le médecin n'avait pas encore vu, le document a été publié 1 minute avant. Donc, c'est des problèmes qu'on a rencontrés. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place, déjà, c'est des délais de publication. On publie rapidement le document pour les patients, parce un certain nombre sont intéressés à voir, soit pour mieux comprendre, pour voir où ils en sont. Il y a aussi, il faut le dire, un aspect de contrôle. Le patient qui veut savoir ce que le médecin a écrit sur lui. C'est une réalité. Et puis, le patient qui dit « Ouais, mais demain, je vais voir mon médecin en ville, j'aimerais bien qu'il ait les documents. » Il y a différentes motivations. Mais donc, on est en train d'introduire des délais dans la publication. Un patient hospitalisé ne verra les documents que 24 heures après, considérant que dans ces 24 heures, s'il y a quelque chose d'important, le médecin qui le prend en charge aura vu le document. Ensuite, pour les patients non hospitalisés, on aura la possibilité de dire, soit, par exemple, tout ce type de documents-là, tous ces rapports-là, contiennent des informations sensibles, ils seront visibles par le patient que 7 jours après leur finalisation, leur remise au médecin traitant. Et puis, ça peut être défini aussi lorsqu'un médecin signe un document, finalise un document, en temps normal, classique, qui n'a rien de particulier, qui puisse dire, finalement, dans ce rapport, je ne sais pas, un rapport de radiologie, par exemple, il y a une information sur une tumeur qui a évolué, on va retarder la mise à disposition du patient pour que le médecin traitant ait le temps d'en parler avant avec son patient. On aura aussi, je n'ai pas mentionné là, la notion de document qui contient des informations sur des tiers. Ce genre de document ne sera jamais publié. On a des exceptions à la publication, par exemple, tout ce qui concerne la pédopsychiatrie. Les documents ne sont jamais publiés dans le dossier du patient. Parce qu'en général, pour les enfants, c'est les parents qui ont accès au dossier. Et pédopsychiatrie, c'est une relation entre l'enfant et son psychiatre. Les parents n'ont pas à voir ce que l'enfant a discuté, sinon il y a une perte de confiance. Donc c'est des documents qui ne seront jamais dans le dossier du patient. Ensuite, comment publier? On a dû
on a vu qu'on a dû adapter les libellés des documents. On a tout un travail, on a dû reprendre les libellés des documents, les 4300, puis voir lesquels étaient clairs, lesquels devaient être adaptés. On n'a pas forcément la même compréhension si on est à l'extérieur ou à l'intérieur. Un exemple typique, les HUG reçoivent un rapport de laboratoire d'un laboratoire externe. Dans le dossier des HUG, ce sera marqué « rapport d'un laboratoire externe ». Quand on est dans le dossier du patient, dans mon dossier médical, en dehors des HUG, la notion d'externe, elle n'a pas de sens. Tous les laboratoires sont externes en quelque sorte. Donc, c'est des choses où il faut faire attention. Le libellé d'un document pour qu'il soit clair aussi pour le patient, puisque c'est lui qui a accès en premier lieu à ces documents. L'auteur, et puis la catégorisation des documents n'est pas facile. On utilise une classification internationale selon le Centre européen de normalisation, qui est une classification qui est très largement utilisée, où on a une quinzaine de catégories, et on voit que ce n'est pas assez. Ce n'est pas toujours compréhensible, et puis des fois on ne sait pas dans quelle catégorie mettre un document. Donc c'est des travaux qui doivent se poursuivre sur comment est-ce qu'on rend le dossier lisible par le patient, qu'il puisse voir ce qu'il a, et aussi par les médecins qui doivent le consulter. On voit actuellement, comme les laboratoires, on publie les rapports de laboratoire, mais probablement 80% des documents que le patient a, c'est des rapports de laboratoire. Donc comment faire que ce ne soit pas simplement rapport de laboratoire, et puis qu'il y en a un dossier de patient, de mon dossier médical, en moyenne, je crois qu'il a entre 100 et 500 documents. Donc si là-dedans, vous avez, je ne sais pas, 300 rapports de laboratoire, il faut qu'ils soient parlants, que les titres soient parlants, qu'on puisse facilement retrouver l'information. Voire à terme qu'on ait des outils de recherche dans le contenu des documents qui permettent aux médecins de rechercher quelque chose dans l'ensemble des documents qui sont dans le dossier du patient. Prescription médicamenteuse, la suite. Donc on a actuellement un outil dans mondossiermédical.ch qui gère ce plan de traitement partagé. Maintenant, il est dans mon dossier médical et c'est tout. Il y a d'autres systèmes de prescription. Il y a le système de prescription de l'hôpital, il y a un certain nombre de cabinets qui ont un logiciel de prescription médicamenteuse. Il y a les pharmacies qui font la remise de médicaments et qui font des fois des substitutions. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de rendre tous ces logiciels, que tous ces logiciels puissent communiquer avec le noyau central dans mondossiermédical.ch. Que lorsqu'un médecin fait une prescription, d'une part, il peut voir le contenu du plan de traitement, et puis lorsqu'il ajoute un médicament, ça s'ajoute automatiquement dans le plan de traitement partagé. Quand le patient va chercher ses médicaments, s'il y a une substitution, le fait que le pharmacien remette un générique, c'est renseigné dans le plan de traitement médicamenteux. Et si on réimprime la carte de traitement, on aura le nom du générique, qui est le nom que le patient a effectivement, la boîte qu'il a effectivement pour prendre son médicament. Et puis, donc, plus particulièrement par rapport à l'hôpital, ce qu'on est en train de faire, c'est que lors de l'anamnèse médicamenteuse, on va récupérer le plan de traitement de mon dossier médical. Et puis, récupérer aussi les médicaments, ce qu'on appelle sous forme structurée, donc vraiment les codes de médicaments, pour pouvoir nourrir directement le logiciel de prescription de l'hôpital en disant, pour permettre d'établir le plan de traitement initial. En entrant à l'hôpital, le patient prenait ces médicaments-là. Dans ceux-là, bon, il y en a certains peut-être que je vais garder, parce que c'est des maladies chroniques, il faut qu'ils suivent, et puis d'autres pas. Mais il n'aura pas à les ressaisir parce que le patient rentre à l'hôpital. À la sortie, réconciliation, on avait le traitement médicamenteux pendant le séjour, on avait ce que le patient prenait avant de venir à l'hôpital, et puis on a le plan de traitement qu'on veut que le patient prenne, mais globalement. Pas seulement en lien avec le séjour hospitalier, aussi avec ce qu'il prenait avant, potentiellement pour d'autres choses. Donc réconciliation, établissement d'un plan de traitement, d'un traitement de sortie et mise à jour dans mon dossier médical. Et puis pour les consultations ambulatoires, au même titre qu'aussi au niveau d'un cabinet médical, on voit le plan de traitement actuel, global, de tous les intervenants, et on peut y contribuer. Donc ça, c'est en cours de réalisation. Ça a supposé d'abord, on se base sur les standards internationaux. Il a d'abord fallu étendre les standards internationaux parce qu'ils n'étaient pas suffisants.
définir une proposition de standard suisse et on est en phase d'implémentation pour cette partie-là, où ça devrait passer en production d'ici le milieu de l'année à peu près. Et puis bon, voilà pour la présentation de mon dossier médical. Je pense qu'on aura la discussion après. À moins de questions urgentes sur les slides. Juste une. Bon. Merci. J'ai compris que vous ouvrez un dossier pour chaque patient. Le patient n'est plus demandé s'il veut un dossier ou pas. Et il ne peut pas décider sur les documents qui sont mis en place dans le dossier. Alors, il ne décide pas, il décide d'ouvrir son dossier électronique. C'est un choix, c'est à lui de dire « je veux ouvrir mon dossier électronique, mon dossier médical ». Ça, c'est sa décision. On lui propose, pour tous les patients qui viennent à l'hôpital, on leur propose s'ils veulent ouvrir leur dossier électronique. Ça, c'est leur décision. Une fois qu'ils ont ouvert, si ceux qui ont ouvert leur dossier, eux, on leur met les documents à disposition automatiquement. Mais uniquement à eux. Quel pourcentage veut un dossier? Alors, on a actuellement 22 000 patients qui ont un dossier dans mondossiermédical.ch. À peu près entre 500 et 1000 nouveaux par mois. Et puis, ces patients-là, alors on a... Sur les 22 000 patients, j'ai fait le compte tout à l'heure, les Hugues ont publié 2 millions de documents pour les 22 000 patients. Combien de personnes, quel pourcentage des patients veut un dossier et quelle part ne veut pas s'objecte? Je n'ai pas les chiffres de ceux qui objectent, parce que bon, en partie, on leur propose, en bonne partie, c'est eux qui viennent. On a un bureau d'accueil où ceux qui veulent peuvent venir puis disent « je veux mon dossier ». Donc certains, alors, je n'ai pas les chiffres par rapport à ceux à qui on a proposé ceux qui veulent ou pas. Certains disent « je veux réfléchir ». Il y en a qui disent « non, je ne veux pas ». Puis dans ce cas-là, on note dans notre système administratif que si eux reviennent à l'hôpital, on ne va pas leur reproposer. Mais je n'ai pas les chiffres sur ceux qui ne veulent pas. On est maintenant dans une courbe d'augmentation assez forte de l'adhésion. Les premiers 8 mois, je crois qu'on a eu 30 dossiers. Après 2 ans, on en avait peut-être 200. Et donc ça, on a commencé 2011. Et l'année passée, les derniers mois de l'année passée, on était presque à 1000 nouveaux par mois. Donc après, jusqu'à combien? Quand on sera à 100 000, 150 000, on sera bien content. Mais c'est facultatif pour le patient. Merci. Alors, on va peut-être passer